Salut tout le monde, je suis Cody McBride et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch. Vous me l'avez demandé, je dirais pas par des milliers de personnes me l'ont demandé, mais voilà, on va dire une quinzaine, une vingtaine de personnes m'ont demandé de vous faire sur cette chaîne des reviews ou de parler de catch ultra violent. Vous savez, c'est un peu une seconde passion que j'ai au point de vue du catch. J'aime beaucoup le catch ultra violent, que ça soit la CZW, GCW, tout ça, enfin bref. Donc voilà, donc j'ai décidé d'aujourd'hui de vous parler d'un des plus grands tournois ultra violents du catch américain. Tout simplement, c'est le tournoi Nick Gage Invitational, j'arrive pas à le dire. En gros, l'invitation de Nick Gage, hein. Mais le troisième épisode, et oui. Mais bon, on va en parler bien entendu, mais tout de suite, vous savez ce qui va se passer. Attention, il va pas tarder. On lance le générique et puis c'est parti, let's go. On va parler du Nick Gage Invitational sur la chaîne des rebuts du catch, let's go. Alors quand j'ai réfléchi à comment je pouvais faire cette review, parce que bien entendu, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, soit ne connaissent pas du tout le catch ultra violent, c'est vraiment un monde complètement à part hein, dans le catch, ou soit ne connaissent même pas Nick Gage, ne savent pas qui c'est. Alors pour être simple, je vais vous faire un petit résumé, tout simplement, et je tiens également à préciser, avant de commencer vraiment, que je mettrai aucune photo du show, parce que bien sûr c'est généralement très très violent, et ce show là, vous pouvez me croire, c'est assez violent, hein, voilà, vous aurez juste une ou deux photos de temps en temps qui vont s'afficher, vous verrez, hein, de toute façon, je rajouterai ça moi pendant mon montage, mais voilà, mais clairement, l'objectif c'est pas de mettre des photos choquantes juste pour faire des vues et tout, c'est vraiment de vous parler de catch ultra violent, de pourquoi j'aime un peu ça, et puis bah si ça vous intéresse encore plus, voilà, dites-moi dans les commentaires, je vous ferai quelques vidéos en plus en tout cas, par exemple pour parler de mes matchs préférés de catch ultra violent ou ce genre de truc. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc c'est parti, on va commencer puis on va parler déjà de pourquoi, du comment, le catch ultra, tout ça. Je vais tout vous expliquer bien entendu parce que c'est vraiment un monde un peu à part comme je l'ai dit dans le catch US. Donc un petit résumé s'impose avant de commencer. Donc en gros, bah, le catch ultra c'est vraiment pour moi, alors j'ai pas fait des grosses recherches, mais je vous l'explique comme moi, comment je l'ai connu et comment je l'ai vécu en fait, pas pourquoi je suis arrivé à regarder du catch ultra violent. De base, moi je suis un grand fan de la ECW, j'ai découvert ça quand j'avais 11-12 ans, hein, quelque chose comme ça, juste après la mort de la ECW, donc 2001 j'avais 11 ans, donc voilà. Donc le catch ultra c'est clairement un dérivé du catch extrême ou hardcore qu'on a vu du côté de chez ECW fin des années 90. Et donc voilà, donc c'est arrivé, c'est parti de là pour moi en tout cas aux États-Unis. De là, début 2000, il y a eu une structure qui a été créée que vous devez connaître hein, parce qu'elle a quand même fait parler d'elle. Et il y a quand même beaucoup de catcheurs qui viennent de cette structure, mine de rien. Kevin Owens, Sami Zayn, Dean Ambrose, Luke Harper, enfin voilà, il y en a plein qui ont catché là-bas, enfin qui viennent ou qui ont catché. Je veux bien sûr parler de la CZW, la Combat Zone Wrestling, qui s'est fait connaître surtout de base pour ses combats ultra violents. À base de néons, barbelés, il y avait quoi? Il y avait des punaises, des tables en feu, enfin voilà, il y avait un peu de tout ce qu'on pouvait trouver. Au fil des années, la CZW est devenue la structure numéro 1 sur la scène US en tout cas, dans la scène ultra violente du catch, grâce surtout à ces tournois, hein, le Tournament of Death, qui est le tournoi, le plus grand tournoi, en tout cas le plus connu tournoi ultra violent qu'il y a dans le monde, hein, en tout cas dans le catch ultra violent, et est également connu pour le Cage of Death. Donc c'est des grosses structures, une cage fermée avec des cages électrifiées, des cages avec un trampoline de barbelé, enfin voilà, il y avait plein de trucs, c'était vraiment connu pendant un bon moment pour ces deux shows là, donc le Tournament of Death et Cage of Death. Bon, bien sûr, en même temps que la CZW, il y avait d'autres structures ultra violentes hein, du côté des États-Unis, comme ça de tête. Voilà, je vais surtout parler de la IWA Mid-South. J'ai vraiment toujours du mal à le dire ça, la IWA Mid-South, hein, créée par l'un des frères Rotten. Je sais plus si c'est Ian Rotten ou Axel Rotten, je sais jamais. Je crois que c'est Ian Rotten qui l'a créé cette structure. Pareille structure que vous connaissez sûrement parce qu'il y a eu des grands catcheurs qui ont
ont catché là-bas. Chris Hero, entre autres, CM Punk, hein, je me souviens d'un match de la Mid-South, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, CM Punk. Bah oui, parce que même s'ils ont été connus pour du catch ultra violent, il n'y a pas eu que du catch ultra violent dans ces structures-là. Et clairement, voilà, donc ça faisait également partie de ça. Mais la Mid-South, moi je l'ai connu surtout grâce à des gars comme, par exemple, JC Ballet, par exemple. Et donc, pendant plus de 15 ans, à peu près, hein, ces deux structures se sont battues sur le sol des États-Unis pour savoir qui était la plus grosse structure ultra violente. Hein. Comme j'ai dit, la CZW avait le Tournament of Death, mais la IWA avait le King of the Deathmatch, avait même le Queen of the Deathmatch, donc c'était un tournoi ultra violent avec des femmes. La Mid-South pendant un moment a fermé, elle a repris vers 2011-12, un truc comme ça. Mais donc ça a permis vraiment que la CZW soit la structure numéro 1 dans le catch ultra pendant au moins 10-15 bonnes années du côté des États-Unis. Et vers 2015, alors qu'il y avait la légende du catch et l'une des grosses stars et légendes du catch ultra violente, je veux bien sûr parler de Nick Gage, hein. Il était en prison, le petit Nick Gage. Une nouvelle structure qui commençait à faire un peu à mettre son pied dans les punaises, comme j'ai envie de vous dire, tout simplement. La Game Changer Wrestling, dont la GCW a eu l'idée, s'est dit, tiens, Nick Gage va sortir de prison très très bientôt. Pour vraiment enfoncer le clou d'entrée de jeu et dire que c'est nous maintenant la vraie structure ultra violente du côté des États-Unis et pas la CZW qui commençait déjà un peu à l'époque, mais s'ils continuaient à faire de l'ultra violence, à en faire de moins en moins, ils avaient commencé un peu leur changement. Il y a eu des nouveaux propriétaires, tout ça, DJI entre autres. Et donc en 2015, la Game Changer Wrestling a décidé pour le retour à la vie active, j'ai envie de vous dire, de Nick Gage, organiser un tournoi booké par lui où il inviterait ses potes catcheurs à se casser la gueule entre eux et ça ferait un gros tournoi de légende du catch ultra violence. Malheureusement pour la Game Changer Wrestling et surtout pour les fans, peu de temps, quelques jours avant le show en 2015, 3-4 jours, une semaine, je sais plus exactement, hein, ça commence à passer, Nick Gage est reparti en prison, voilà. Alors j'ai plus l'info exacte hein, comme ça parce que j'ai fait des recherches assez rapides. Mais c'est clairement, il est retourné en prison parce que je crois qu'il devait pas quitter un état. Il a voulu aller retirer des sous dans un autre état. Enfin, c'est une connerie hein. Et pour savoir, juste pour l'anecdote, Nick Gage a été arrêté en prison parce qu'il a fait un braquage tout simplement. Alors qu'il n'avait pas spécialement, il n'avait pas nécessairement besoin d'argent. Mais il a fait un braquage parce qu'il avait envie d'avoir un peu d'adrénaline et tout. Bon, Nick Gage, quand on connaît le phénomène, c'est quand même quelqu'un de fêlé. Et on se retrouve donc en 2017 où là Nick Gage retourne enfin dans la vraie vie active et du coup est vraiment sorti de prison. Il est revenu mais stock de ouf et motivé à faire un gros show. Donc le Nick Gage Invitational 2 parce que oui, malgré le fait que l'ami Nick Gage était emprisonné, en 2016 il y avait eu le premier, en 2015, le premier show Nick Gage Invitational donc avec Masada qui avait gagné le premier. Et donc du coup pour son retour le Nick Gage Invitational 2 est arrivé. Et du coup voilà, c'était un tournoi qui a eu des bons catcheurs. Et donc après ça nous voici en 2018 pour le Nick Gage Invitational 3. Voilà en gros un court résumé, vraiment très court. J'ai essayé de faire voilà, hyper serré pour pas prendre trop de temps parce que derrière il y a une review à faire du show tout de même. Et voilà, mais clairement si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le catch ultra violent, si vous voulez savoir quelle structure dans le monde hein, fait du catch ultra violent, je pourrais vous faire des recherches parce que du catch ultra violent il y en a partout. Si vous avez suivi un peu la AAA, hein, le show Triplemania, vous avez vu, il y a eu du catch ultra violent au Mexique, ça fait vraiment partie des mœurs on va dire. Et au Japon voilà, c'est très connu quand même le catch ultra violent. Donc voilà, on va en reparler parce que dans ce tournoi là il y avait deux catcheurs japonais qui sont assez connus, surtout un, mais je reviendrai sur ça un peu plus tard. Et donc le Nick Gage Invitational 3 qui a eu lieu donc le 8 septembre, c'était le week-end dernier au Villa Park dans l'Illinois. Et oui, donc pour vous mettre de l'ambiance un peu, pour vous, comme vous n'avez pas les images, je vais essayer de vous faire vivre tout ça. Imaginez-vous une petite salle assez petite, voilà, pas très grande. Il n'y avait pas, sur Cage Match, il n'y avait pas marqué combien de personnes il y avait. À vue d'œil, je dirais 200-300 personnes, gros max. 85% d'hommes. Il y avait quelques femmes, mais bon, c'était quand même beaucoup d'hommes.
assez alcoolisé hein, quand même, voilà. Et puis dans le public, histoire de se protéger, parce que on est fan de catch ultra, mais on est quand même prévenant, on fait attention aux projectiles, tout ça hein. Donc soit on a le choix entre plusieurs styles, soit les petites lunettes anti-bruit, anti-verre, voilà. Éviter que des bouts de verre partent dans ses yeux, hein, c'est toujours bien, surtout quand on est au premier rang. Il y en a même un qui est avec un casque de CRS, carrément, dans le public, voilà. Lui, il est crème, et puis surtout, on n'oublie pas le gros classique, le masque, hein, parce que les poussières de néon, c'est pas terrible, et je peux vous dire qu'il y a énormément de poussière pendant tout ce show. Et donc on commence et on va parler du show, le Nick Gage Invitational 3. Je l'ai dit 4 fois, 5 fois, mais au moins vous saurez le nom du show, même si vous n'avez pas tout compris. Le show commence avec un hommage à Nate Hatred, donc un des grands amis de Nick Gage, qui est malheureusement décédé en début de semaine, la semaine dernière. Nate Hatred, il a été connu aussi parce qu'il a fait partie de la team MDK, Murder, Death, Kill, je crois que c'est ça le nom de l'équipe, j'ai oublié. Donc c'est une grosse équipe avec Nick Gage, c'était vraiment une grosse team assez violente qu'il y a eu pendant la grosse période ultra de la CZW. Donc voilà, un hommage a été rendu à Nate Hatred qui est une grosse légende du catch ultra. Et donc du coup le show se passait en premier round, il y avait 5 premiers rounds et à la fin les 5 sortants de ces 5 matchs se retrouvaient du coup dans un match final, un 5-way elimination pour désigner le vainqueur du Nick Gage Invitational. Donc c'est parti pour le premier match. Et le premier match c'était Jimmy Lloyd, le champion, celui qui a gagné le TOD de cette année. Donc voilà, un jeune pouce du catch ultra violent qui est hyper over, mais vraiment il est pushé de tous les sens. On le voit un peu partout, on commence à le voir un peu partout. Dès qu'il y a un peu de catch ultra, tout ça, on l'a vu. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est de plus en plus over. Moi je me souviens qu'à l'époque, quand je l'ai connu en 2016 avec un certain Cross, on se foutait pas mal de sa gueule parce qu'on s'est dit il ressemble pas à grand chose mais il va faire que du catch ultra. J'avais touché pile poil. Clairement voilà, c'est un catcheur qui est très très ultra. J'essaierai de vous mettre des photos comme ça vous verrez quand même à quoi les catcheurs ressemblent pour ceux qui ne les connaissent pas. Et en face de lui il y a un de mes catcheurs favoris. J'adore ce mec, c'est Shlak. Et oui, Shlak, donc Shlak, son histoire c'est tout simple. C'est un mec qui faisait partie d'un groupe de metal, de grindcore. C'était Hit the Turnbuckle, donc mange la corde hein, tout simplement. Et en fait c'était un groupe qui faisait du grindcore wrestling. Donc en gros c'était tout simplement du grindcore. Donc le grindcore, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre un extrait là vite fait. Suplex repeat, suplex repeat, suplex repeat, suplex repeat, suplex repeat. Donc vous l'avez vu, le grindcore c'est tout simplement du bruit, voilà, beaucoup de bruit. Et vous l'avez donc entendu également, c'était avec vraiment basé sur le catch hein. Vous avez vu, il y avait du polyman dans la musique, enfin voilà. Ils ont fait des musiques avec des ouh pendant la musique, enfin c'était du n'importe quoi. Et pendant leur concert, ils faisaient du catch ultra violent, se mettaient des coups de néon et tout ça, c'était assez violent. Mais voilà, donc c'est un catcheur que j'ai vu, que j'ai fait waouh, enfin un catcheur, un groupe. Et moi qui est fan de métal, vous le savez sûrement, je me suis dit mais c'est incroyable ce mec là, il faut vraiment que je suis ce qu'il fait et tout ça. Et un jour j'ai failli le voir en concert, malheureusement j'avais pas pu aller, il était passé en France avec son groupe Hit the Turnbuckle. J'avais parlé avec des gens qui organisaient ce festival, ils m'avaient dit qu'ils avaient pété des portes sécurité coupe-feu les mecs, se taper la gueule dedans, enfin voilà c'était quand même plutôt pas mal. Et donc voilà, donc je suis arrivé en me disant mais ce groupe là c'est ouf. Et là il y a un nouveau venu qui est arrivé chez CZW vers 2016-2017, Shlak. Et donc du coup je l'ai reconnu parce que dans le groupe il avait un masque, mais du coup voilà c'était le guitariste de Hit the Turnbuckle. Bon, on va parler du match, cette vidéo va être longue, elle va être très montée, ça va me prendre énormément de temps, mais j'ai envie de vous faire bien que vous compreniez au maximum, que quand vous sortez de cette vidéo vous vous dites putain j'ai compris tout ce qu'il m'a dit.
Et c'est pas facile, hein, c'est vraiment un exercice qui est très difficile pour moi, mais voilà. Donc le premier match qui met direct dans l'ambiance, Jimmy Lloyd est arrivé dans le ring, tout ça, la musique de Shlak retentit, mais voilà, il est pas là, on le voit pas, on fait mais où est Shlak, où est Shlak? Et là on le voit en fait, il y a un espèce de balcon, ou comme un grand tuyau où il y a Shlak, on le voit marcher dessus, il est en hauteur, et il arrive, il monte du doigt Jimmy Lloyd, il fait « Hey Jimmy, monte ton cul en haut et viens, on va se battre quoi !» donc voilà, ça commence plutôt pas mal. Donc Jimmy, ouais, il m'a mal parlé, et comme il est un peu con, bah il monte. Parce que moi clairement, j'ai Shlak qui me dit de monter en haut à 3-4 mètres de hauteur à peu près pour qu'on se casse la gueule. Je refuse et je pars très vite, Donc voilà, lui non, il prend ses couilles, hop, on y va, on monte. Ce qui devait se passer se passe. Quelques coups s'enchaînent assez vite et directement Shlak chope Jimmy Lloyd et le balance de 3 mètres, 4 mètres à peu près de hauteur sur une porte, parce qu'à la GCW ils ont pas de table, ça coûte trop cher, ils prennent des portes qui cassent beaucoup mieux et c'est vraiment cool. Du coup sur une porte qui était posée sur l'apron du ring et sur une barrière avec des néons, des chaises, enfin voilà. Il y avait un gros bordel, il tombe dessus, une grosse chute pour commencer le match et donc voilà, c'était assez violent d'entrée de jeu. Le match s'enchaîne avec une grosse domination de Shlak qui doit dominer peut-être les 3/4 du match. Shlak lui fait des grosses prises, des gros spots, hein. Il n'y a que des P-Drivers, que des Brainbusters, que ce genre de prise. Peut-être la prise la moins grosse, la moins puissante, c'est peut-être un Powerbomb. Donc vous voyez à peu près la violence du match. Et bien sûr, c'est des prises qui sont faites sur des néons, sur des trucs. Voilà, donc c'est très très violent. Et d'entrée de jeu, on voit Jimmy Lloyd à un moment qui se coupe sévèrement au niveau des veines du bras là. Et on le voit, et ça pisse énormément, Donc là, quand on voit ça, on fait ouf. Et pendant le match, en fait, il se fait comme avec des straps, il se serre à mort, il se fait comme un garrot au niveau du poignet et il continue le combat quoi. C'est vraiment impressionnant quand même. Derrière, Shlak arrive quand même à reprendre l'avantage et à un moment Shlak part pour une descente du coude, mais pas une descente du coude simple. Il met en feu sa coudière et il fait une descente de coude avec la coudière en feu. J'adore ce spot, il est vraiment taré. Donc il saute, il prend sa coudière, il la jette dans le public. Et la coudière elle vole. T'as des mecs qui arrivent avec des extracteurs. Ah voilà, donc c'est n'importe quoi déjà d'entrée de jeu. Ah oui, et il a fait la descente du coude. Et en plus de ça, il y avait une vitre qui était sur Jimmy Lloyd, hein, parce que bah on fait pas les choses à moitié du côté de chez GCW. Hein. Mais malgré ça, Jimmy quand même arrive à revenir dans le match et finit par gagner par un espèce de Electric Chair Power Bomb. En gros, il a Shlak sur ses épaules comme ça, il le fait tomber en avant dans le coin sur une porte qui du coup le fait vraiment mettre KO l'ami Shlak. Et du coup, Jimmy Lloyd remporte cette victoire et va passer au prochain round. Victoire assez surprenante parce qu'il s'est quand même fait dominer du début à la fin. Mais voilà, on a vu quand même un bon match ultra violent, des gros spots, c'était très, voilà, aucune construction, la psychologie, what the fuck, hein, on s'en bat les reins. Non, là clairement c'était vraiment très cool. Et donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce match, je peux vous le conseiller surtout pour le spot du début qui est vraiment impressionnant à voir. Ensuite on enchaîne avec le premier round du tournoi. C'était Nick Gage, le créateur du tournoi bien entendu, hein. Donc grand, je vous ai dit, Nick Gage, grosse légende du catch ultra violent, un des catcheurs les plus connus en tout cas de la scène ultra violente, pardon, excusez-moi. Donc voilà, et il faisait face à Scotty Vortex. Donc Scotty Vortex, c'est un des catcheurs qui a été une grosse star de la bonne période, de la grosse période 2010, fin 2009-2010, vers là, où il était vraiment très très over du côté de chez CZW, même au point qu'il a gagné le Tournament of Death en 2010, tandis que Nick Gage, voilà, il a à peu près tout ce qu'il pouvait gagner du côté de chez CZW. Il a été World Heavyweight Champion, il a été Underground Champion, il a été vainqueur du TOD en 2006, donc voilà, voilà. C'était vraiment sur l'affiche, une grosse affiche du catch ultra violent américain. Le match en lui-même est assez cool. Le début, il y a des bons moves assez high fly parce que même si c'est un gros catcheur ultra violent, Scotty Vortex fait partie des catcheurs ultra qui savent catcher vraiment. Et c'est pas juste des gros brawlers qui mettent des coups de néon dans la gueule des gens. Ils font des beaux moves de catch et ça fait toujours plaisir de voir ça quand on regarde du catch ultra. Donc voilà, de voir des Rana, de ce genre de moves qui sont vraiment très très cool.
Ça passe quand même très vite, Nick Gage prend l'avantage assez vite avec des grosses prises comme une souplex sur l'apron où un néon réceptionne la tête de Scotty Vortex. Le choc est vraiment assez violent. Malgré tout ça, Nick Gage arrive à enchaîner plusieurs gros spots pour la victoire et continue dans son tournoi. Troisième match de ce premier round, c'était G-Raver contre Izami Kodaka. Ça sonne un peu japonais tout ça. Et oui, parce que c'est le premier catcheur japonais du tournoi. Alors c'est un catcheur qui est beaucoup moins connu que le deuxième catcheur japonais qu'il y a pendant ce tournoi. Mais c'est un catcheur qu'on a vu du côté de chez Big Japan Pro Wrestling, une des grosses structures qu'il y a du côté du Japon qui fait du catch ultra violent. Il a catché également du côté de chez DDT et il fait face à également l'une des nouvelles pépites du catch ultra, G-Raver. C'est un catcheur, on entend parler de lui il y a à peu près 2 ans. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que j'ai entendu commencer à entendre parler de lui. C'était du côté de la IWA Mid-South que je l'ai vu pour la première fois. C'était lors d'un King of the Death match. Donc voilà, c'est vraiment un catcheur qui est très charismatique. Il a un look, voilà, un mec très percé de partout, très tatoué, comme beaucoup de catcheurs ultra, hein, parce que clairement ils ont pas peur de se faire percer ou tatouer, ces mecs là, hein, ils sont assez fêlés. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a un gros look, très hard flyer, il peut nous sortir des superbes moves de catch également. Donc voilà, sur l'affiche c'est vraiment un match qui me donne envie, parce que bah Kodaka je le connais pas du tout, mais d'après ce que j'ai lu un peu sur lui, c'est quelqu'un d'assez over. Et effectivement le match est très plaisant, il y a des bons moves et pas que des moves ultra comme je l'ai dit, il y a vraiment un peu de psychologie, voilà, il y en a un peu, un moment il y a G-Raver qui bosse un peu la jambe de Kodaka, il y a un move que j'ai bien aimé, il y a un contre de G-Raver qui met le néon sur une des jambes de Kodaka, qui explose le néon avec je crois que c'est un coup de pied si je m'en souviens bien, et derrière il enchaîne avec un Boston Crab pour essayer de le faire soumettre. Donc c'est assez cool. Pendant la soumission il peut avoir des coups de néon ou autre, donc voilà, il y a une petite intensité qui est quand même assez intéressante. Donc ça fait plaisir de voir ça dans des matchs ultra. Et clairement attention, parce que des fois il y a quand même vraiment de la bonne psychologie. Là il y a clairement dans ce match là, il y en a eu un tout petit peu à un moment. C'est peut-être moi qui en rajoute un peu histoire de vendre mon produit, mais voilà. Malgré qu'il a réussi à le faire presque abandonner, Kodaka revient quand même en fin de match pour gagner. Donc voilà, une belle victoire et un bon match de Kodaka. C'est pas non plus un match extraordinaire pour le moment. Ça se tient vraiment, c'est vraiment on passe un bon moment en regardant ce show. C'est un bon show ultra, donc voilà, le japonais continue pour la suite du tournoi. Alors, quatrième match de ce premier tour du Nick Gage Invitational 3. Destruction contre Marcus Train. Donc c'était une stipulation assez particulière, parce que pour le moment je vous l'ai pas dit, mais dans tous les matchs qu'il y a eu c'était juste des matchs avec des néons autour et tout ça. Mais dans ce match déjà c'est un peu bizarre, parce que bon, on voit un peu de néon mais sans plus, mais il y a surtout une grosse boîte en plein milieu. Alors au début on se demande ce que c'est, clairement je ne savais pas du tout ce que c'était. Il y a une grosse boîte en plein milieu, et dans un des coins du ring il y a une espèce de plaque, hein, de contreplaqué ou un truc comme ça, avec des pics de brochette. Voilà, vous voyez les pics de brochette, mais bien taillés en picou. Voilà, pour bien faire mal quoi. Donc très long, hein, un truc comme ça, voilà, des bonnes brochettes. On a de quoi faire des bonnes brochettes quoi. Bon, l'été est fini, donc du coup ils s'en servent pour faire des deathmatchs. Donc c'est un peu le délire du côté de chez GCW. Mais donc voilà, donc du coup la grosse boîte, je me suis demandé pendant quelques secondes, parce qu'ils l'ont montré assez vite, ce qu'il y avait dedans. C'était tout simplement, attention, du coup c'était de la glace. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? De la glace mais très froide. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et le mec il était obligé de prendre des gants pour éviter de se brûler, tout ça. Donc c'était vraiment de la grosse glace bien froide. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et donc du coup pendant tout le combat, bah, ils en ont joué avec. Il y a eu un moment, Marcus Crane qui a mis de la glace dans le pantalon de Destruction. Destruction, je vous ai pas dit, c'était un catcheur que je découvrais dans ce tournoi. Donc voilà, ça arrive, hein, bien sûr. Je découvre également des catcheurs dans les tournois ultra violents. Et là c'était le cas. C'est pas clairement un super catcheur ultra violent, hein. Voilà. Je
Je pense que lui, je vais vite l'oublier. Mais voilà. Donc du coup, Marcus Quinn met de la glace dans le slip de son adversaire. Il lui met des coups de tête avec de la glace entre eux. Enfin voilà, c'est assez particulier. Mais clairement, bon, c'est pas un super match. Hein. C'était le pire match qu'il y a eu de ce tournoi du côté du catch ultra violent en tout cas. Donc voilà, clairement, bon, on l'oublie vite. L'info importante c'est que Marcus Quinn a gagné. Et là voilà, c'était le plus important. Si à la fin il y a eu du coup pour la victoire de Marcus Quinn, il y a eu un bon gros spot sur les pics de brochette en fin de match. Donc voilà, c'était très cool. Un pic qui est resté bien bloqué dans le dos de Dysfunction. Donc c'était assez violent. Donc voilà, mais clairement ce show là, attention si vous n'êtes pas fan de sang et tout, c'est très violent hein. Ça fait partie des shows ultra violents. C'est le nom du style hein. Donc voilà. Et on passe au dernier match du premier tour de ce tournoi. C'était Alex Colon contre la légende japonaise du catch ultra violent. Dans le catch ultra violent, on a eu surtout 2 personnes, 3, 4... On a eu plusieurs personnes dans les années 90 qui ont marqué. Il y a eu par exemple un certain Monsieur Pogo, il y a eu Hayabusa, il y a eu Onita. Enfin voilà, il y a plusieurs catcheurs que je suis en train de découvrir parce que je m'y intéresse de plus en plus dans le catch ultra des années 90. Donc clairement, donc voilà, moi personnellement ça m'intéresse. Donc j'essaye de connaître de plus en plus. Et actuellement, on a Masashi Takeda qui cartonne. Ce mec là, c'est le Tanahashi du catch ultra violent si vous voulez, un peu au Japon. Ce mec là c'est simple, il est champion de la Big Japan Pro Wrestling, donc de la BJW, c'est un peu la NJPW du catch ultra au Japon. Il est champion depuis presque 400 jours. Donc quand vous verrez cette vidéo, c'est à peu près 395 jours quoi, à peu près. Donc voilà, donc c'est une grosse légende. Et clairement, voilà, c'est vraiment moi, je l'ai découvert il y a peu de temps parce que je connaissais, je savais il y avait du catch ultra violent au Japon, mais je m'étais vraiment fixé sur la scène, comment dire, sur la scène américaine. Et la Game Changer Wrestling a un partenariat avec la BJW ou la Freedom, je sais plus exactement, et la DTU. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ramènent beaucoup de catcheurs japonais ou même des catcheurs mexicains. C'est un jour aussi, je vous en parlerai si ça vous intéresse. Le catch ultra mexicain, c'est vraiment très cool à suivre. Et en face de lui, on avait Alex Colon qui est un catcheur très connu. Lui, c'est pas un jeune pousse, c'est vraiment quelqu'un qui a fait ses marques dans le catch ultra. On l'a connu aussi parce qu'il a été en équipe avec un certain Danny Havoc, une des grosses stars ultra violence qui a fait son dernier match l'année dernière contre ce dernier Alex Colon. Je vous en avais parlé si vous vous en souvenez dans un rebut hebdo sur la chaîne des rebuts du catch. Et donc voilà, donc c'est vraiment une grosse star. Il a plus rien à prouver dans le catch ultra violent. Et donc sur l'affiche on a le plus beau match clairement de ce premier tour. Donc ça donnait très envie. Et c'est l'alerte deathmatch de l'année les amis, elle est là, et oui. Alors l'alerte deathmatch de l'année c'est tout simplement quand si vous entendez du métal partir, un truc un peu dégueu, ça sera du Hit the Turnbuckle hein, ça sera l'alerte. Si vous entendez du Hit the Turnbuckle arriver sur la vidéo, c'est le deathmatch de l'année qui est là, attention je vous l'annonce, on en reparlera en fin d'année mais voilà. Donc ce match là les amis, il faut le voir, voilà c'est tout. Que vous êtes fan ou pas de catch ultra violent, essayez, regardez-le. Voilà, vous vous dites, bon, Cody m'a dit, regardez Alex Colon, Masashi Takeda, Oni Gage Invitational 3. Bah, paf, vous vous mettez devant, c'est facilement trouvable. Hein. DXTV, voilà, c'est facilement trouvable. Voilà, regardez-le, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous n'êtes pas habitué aux shows ultra violents. Et voilà, moi j'adore, c'est tout ce que j'aime dans ce match parce que c'est très violent, c'est très rapide, on n'en perd aucune miette. Et voilà, il y a des putains de spots, il y a un combat de couteau quoi. Un fucking combat de couteau quoi, les mecs sont avec des couteaux de cuisine comme ça. Ils vont se tuer, mais c'est n'importe quoi. Et après, je taillade le crâne. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si ça vous tente, c'est le match à voir dans ce show. Et clairement, je peux que vous le conseiller. Il y a un moment que j'ai retenu particulièrement. Il y a un dive à l'extérieur de Alex Colon. Et Takeda arrive, il le chope pendant son dive. Enfin, il était en l'air et il le chope en souplesse. On a vu souvent Brian Cage faire ça. Takeda le fait. C'est un super catcheur, Takeda. Hein. En plus d'être un super catcheur ultra violent, ce mec là il a un work rate.
Ah ouais, très impressionnant, clairement. Et donc voilà, donc c'est vraiment... Donc il le chope pendant son dive. Et il fait une souplex sous Netherline, je crois que c'est en Netherline qu'il le chope. Une Netherline sur des néons. Donc voilà, vraiment un très bon spot. C'est vraiment un super match. Je peux que vous le conseiller si vous voulez essayer le catch ultra violent. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous avez vu le show, je pense que vous serez assez d'accord avec moi en tout cas pour dire que ce match là est le meilleur match de cette soirée. Enfin en tout cas voilà, c'est pour moi. La finale est super bonne aussi, mais on va en reparler un peu après. Et donc bien entendu c'est la victoire de Masashi Takeda. Il n'est pas champion BJW pour rien. Il y a également un autre titre que je ne sais plus. J'ai complètement oublié de le noter, donc voilà, je m'en excuse. Mais voilà, il est champion BJW, il est là pour gagner le tournoi, il n'est pas là pour jouer au POGS. Et clairement, voilà, ce match-là, il est super bien, allez le voir. Allez, on enchaîne dans ce show avec un match simple et un match pas ultra, voilà. Un petit wrestling match en plein milieu d'un show. Ça se fait souvent dans les shows ultra violents, histoire que tout le monde se pose un peu. Allez, enlevez vos masques, hein, vous pouvez respirer dans ce show, il n'y aura pas de néons qui vont péter. C'était Isaías, prénom compliqué. Isaías Velasquez contre KTB. Donc un petit match hors tournoi entre un Velasquez qui est très high flyer. Clairement, attention, il faut le suivre. L'ami Velasquez, un petit charisme, vraiment très cool, j'aime beaucoup. On a un peu l'habitude de voir ce genre de catcheur en indie, mais je pense que... Voilà, je pense qu'il faut peut-être le suivre, avoir un peu, j'en ai pas vu assez moi personnellement, je pense pas que c'était sa première fois du côté de chez Game Changer Wrestling, mais voilà, c'est vraiment, il m'a tapé à l'œil, c'est vraiment très cool, il a fait des très bons moves pendant tout le show, et il faisait face du coup à KTB, donc Kill the Beast. C'est un catcheur qu'on a un peu plus vu du côté des structures indépendantes, et surtout du côté de la Game Changer Wrestling. C'est vraiment un bon catcheur, c'est quelqu'un qui est assez, pas très physique on va dire, il est assez gros tout ça, mais il peut nous sortir des fois des bons moves, et c'est vraiment le cas, comme par exemple à la fin de ce match, donc je vous passe vraiment le match, on va laisser vite parce que c'était un match simple qui était vraiment très cool, hein. Si vous avez le temps n'hésitez pas à le regarder, et à la fin du match il y a quand même KTB qui fait un follow slam. Donc un follow slam, hein, il chope, il a son adversaire comme en position de crossbody et le balance par-dessus ses épaules pour le faire tomber sur le dos. Et là il est sur la troisième corde, il chope Velasquez en follow slam et il fait un moonsault avec le follow slam quoi. Donc il fait en gros un espèce de Spanish fly mais en portant son adversaire en follow slam. Donc c'est vraiment très cool, c'est vraiment un bon move. Donc voilà, le public est à fond dedans, il a fait waouh, et les commentateurs aussi sont excellents. Donc voilà, c'est super cool à regarder. Donc voilà, franchement c'était un très bon match, je vous le conseille. C'est un spot fest, voilà, aucune psychologie, on s'en bat les couilles à la Game Changer Wrestling, je vous l'ai dit. Donc voilà, c'était très bien. On enchaîne avec un match pour une autre ceinture de la Game Changer Wrestling, la GCW Extreme Title. Donc c'était un 4-way match et c'était Tony Deppen, le champion en titre, qui défendait son titre contre Gringo Loco, Nate Webb et PCO is not human. Et oui, bien sûr. Alors, sur le papier, ce match-là, moi quand je l'ai vu, j'ai fait « Ouh, ce match-là, il peut être cool !» Parce que si vous le connaissez pas trop, déjà, je vais vous dire qu'est-ce que c'est cette ceinture Extreme Title et qui sont les catcheurs qu'il y a. Parce que dans ce match, c'est vraiment impressionnant de voir autant de styles de catcheurs mélangés. C'est vraiment très cool. Et je crois que à la GCW, ils n'hésitent pas à faire des mélanges de styles. Hein, on a bien vu un PCO contre Nate Webb, un PCO contre Walter au Spring Break cette année par exemple. Donc voilà. Donc du coup, le titre extrême, c'est tout simplement c'est des matchs sans DQ, aucun décompte, c'est pas des deathmatchs, c'est des matchs extrêmes, c'est vraiment des matchs style ECW, c'est des matchs no DQ. C'est peut-être, je pense que ça peut être une porte d'entrée pour rentrer, pour regarder des shows de la GCW. C'est des matchs qui sont quand même assez violents, c'est souvent des gros spot fest, mais ça dépasse rarement le côté ultra. Voilà, on y voit rarement des néons, ce genre de trucs. Il y a des gros moves, hein, c'est assez violent tout de même, mais voilà, c'est quand même assez soft comparé à ce qu'on a dans le reste du show. Donc voilà, c'est une ceinture qui est quand même assez intéressant, et ils ont tendance à mettre sur des catcheurs qu'on s'y attend pas, qui
puisse avoir un titre, quoi. Par exemple, Tony Deppen, qui était l'actuel champion, qui est l'actuel champion. Et c'est un catcheur assez jeune que moi j'ai connu grâce à un certain Cross, qui me l'a fait connaître quand on faisait les indépendants du catch. C'est un catcheur que j'ai connu du côté de chez CZW. Et ce mec là c'est un super spotter. Il peine... Voilà, il a pas un physique énorme, vraiment pas. Il paye pas de mine, clairement pas. Mais voilà, il a vraiment un bon charisme. Il fait des têtes un peu cheloues des fois. Il est là, il est un peu chelou des fois, mais il est assez drôle. Donc clairement, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment là un super spotter. Et là, à la Game Changer Wrestling, c'est un super heal. Il y avait ensuite Gringo Loco, un gros luchador que moi j'ai découvert grâce à un certain Senza Volto. Et oui, parce que quand l'ami Senza Volto, le catcheur français bien sûr que vous connaissez tous, sûrement si vous suivez les rebuts du catch, quand il est parti aux États-Unis, il s'est entraîné avec lui. On a vu sur Twitter, il a fait des spots avec lui, des moments, tout ça, qui était vraiment très très cool. C'est un gros luchador, c'est un américain luchador. C'est vraiment un super catcheur. Si vous aimez le catch high flying, c'est carrément un gros catcheur high flyer. Donc voilà. Je peux que vous le conseiller si vous aimez ce style de catch. Ensuite, il y avait Nate Webb, donc une des légendes de la CZW, qui avait fait équipe avec Senza Volto lors d'un show de la AAW quand Senza Volto était allé aux États-Unis. Donc Senza Volto, il a quand même fait équipe avec une des grosses stars ultra violentes qu'il y a eu dans le passé. Maintenant, il s'est beaucoup plus calmé. Nate Webb, il ne fait plus de matchs ultra violents. Il a compris que pour sa santé, voilà. Et il a repris le catch il y a peu de temps. Il y a peut-être 2 ans tout cassé qu'il est revenu dans le catch. Où voilà, il a totalement arrêté le catch ultra violent. Mais il est toujours là. Et il est plutôt pas mauvais. Bon, il n'est pas non plus incroyable. Mais franchement, ça passe toujours ces matchs. Et le dernier catcheur que pour les plus anciens d'entre vous, vous devez connaître parce que c'est quelqu'un qui a catché du côté de chez WWF pendant une certaine période. Il a catché aussi fin 2000 du côté de chez WCW. Je parle bien sûr du Québécois PC fucking O, Pierre-Carl Wallet. Et clairement, ce mec-là, il est ouf parce que il était à la retraite. Il était à la retraite et lors d'un spring break, ils se sont dit, tiens, si on le ramenait quoi. Ils l'ont ramené et le public a été tellement over sur ce gars-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est après voilà, c'est les belles histoires du catch. C'est des mecs qu'on n'attend plus, qui sont totalement finis. Je pense qu'il avait abandonné le catch. On le rappelle, il dit écoute, je vais me faire un petit chèque, on y va. Et le mec hyper over quoi. Et complètement fêlé aussi ce gars-là. Hein. Il a fait des promos où il mange des balles de tennis tout en faisant de la muscu. C'est un mec qui est complètement fêlé. En plus de ça, c'est cool, c'est parce que c'est un Québécois. Et donc il parle français. Moi, il m'a retweeté plusieurs fois. À un moment, il avait mis une promo où il mangeait une balle de tennis. Et j'avais retweeté le truc et j'avais mis, mais pourquoi Pierre? Il l'avait mis parce que c'est bien pour le business. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a l'air assez cool en tout cas. Donc voilà, clairement j'aime beaucoup. Et donc bah voilà, ce match là c'était un spot fest. Et la base du match c'était PCO. L'histoire du match c'était que PCO is not human. PCO c'est pas un humain tout simplement. C'est sa catchphrase. Et clairement voilà, dans ce match on l'a vu, PCO il spot comme jamais quoi. J'ai vu quelques matchs de lui, plusieurs même. Carrément je l'ai jamais vu spotter autant. Le mec qui te fait un Rana à l'envers, il déglingue Gringo Loco. Gringo Loco, le reverse Rana est pas du tout secure quoi. Gringo Loco s'écroule sur la tête, mais totalement, c'est complètement... C'est dangereux. C'est complètement dangereux. Mais bon, ça passe on va dire. Mais moi j'ai trouvé ça complètement sick. C'était vraiment très cool hein. Donc voilà, derrière il y a eu un moment, un moonsault à l'extérieur. Alors faut savoir que PCO à 55, 56 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé son âge, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur Wiki, vous verrez son âge. Ou mettez-le en commentaire bien entendu. Et clairement voilà, c'est vraiment impressionnant ce mec là. Il est vraiment impressionnant. Donc voilà. À un moment même, en fin de match, il se prend un coup de taser. Et PCO du coup, au bout de 3 coups de taser, tombe dans les vapes. Il faut quand même 3 coups de taser. Parce que c'est PCO. L'électricité elle le donne des forces. Parce que quand il prend un coup de taser, il est là. Waouh, le mec il se transforme en Super Saiyan quoi. C'est quelque chose PCO quand même. Donc du coup il se prend des coups de taser, il tombe. Et puis à un moment, donc Gringo Loco qui lui avait mis le coup de taser commence à se la péter. Ouais, j'ai tué PCO machin et tout. Donc il est content parce que quand il y a un mec mort à la JCW, ils sont contents. Du coup il est content. Et là PCO se relève comme l'Undertaker comme ça.
Et après il nous fait une espèce de Hulk Hogan, il fait non non je suis toujours vivant. Et en fin de match il arrive quand même à faire un Tombstone Piledriver sur Depen et un Chokeslam sur Gingo et Webb. Mais en même temps le mec il fait Tombstone et il chope les deux en Chokeslam et il porte le Chokeslam tout en ayant Tony Depen en Piledriver. Prise qui est complètement what the fuck hein, parce que clairement Depen en vrai si c'était pas du catch Depen tient pas hein, parce qu'il tient pas du tout Depen, c'est Depen qui se tient à PCO donc voilà la prise est what the fuck mais c'est très cool, il y a 3 prises en une quoi, Piledriver plus Chokeslam, boum, tombé 1, 2, 3 et il gagne le titre donc on a un nouveau champion PCO, champion extrême de la Game Changer Wrestling. Donc c'est vraiment un match qui est super fun, je peux que vous le conseiller. En plus de ça, c'est vraiment pas un match qui est violent. Donc voilà, si vous avez un peu peur de voir des trucs violents mais que vous avez envie de voir un peu des trucs un peu voilà, un peu hardcore, il y a un petit coup de néon en fin de match, mais ça va, c'est pas trop, c'est vraiment pas violent et c'est vraiment un bon match, c'est un spot fest pareil, attention hein, psychologie 0, on s'en fout. Mais voilà, c'est un bon spot fest, je peux que vous le conseiller. Et on arrive au main event de ce show. C'était donc la finale du Nick Gage Invitational. C'était Izami Kodaka contre Marcus Crane contre Masashi Takeda et Nick Gage. Et normalement, il devait avoir l'ami Jimmy Lloyd qui s'était qualifié contre Slack. Et je vous l'avais dit, Jimmy Lloyd s'était vraiment salement ouvert le poignet pendant le show. Et on apprend par Nick Gage que Jimmy Lloyd a dû partir à l'hôpital après son match car sa blessure au poignet était vraiment trop ouvert. Et clairement, donc voilà, vraiment trop blessé. Il pouvait pas faire un autre match. Mais là, c'est clairement une boucherie quoi. C'est une boucherie, c'est une putain de boucherie. Désolé pour les insultes. Je pense que si vous regardez cette vidéo, je pense vous devez avoir un certain âge quand même, j'espère. Un petit putain par-ci par-là, ça passe discret, hein, voilà. Mais voilà, c'est un match hyper violent. Dès que la cloche sonne direct, ça bam bam bam, ça se met des coups de néon de chaque côté. C'est d'entrée de jeu, tu fais waouh, c'est trop bien. Les mecs ils se prennent des coups de néon mais de chaque côté, ça s'enchaîne super bien. Voilà, c'est vraiment un match que je vous le conseille. Si vous aimez les matchs ultra violents, allez-y. Si vous aimez pas ça, essayez même pas de regarder. C'est vraiment un match qui va vous faire qui va vous dégoûter clairement. Mais voilà, moi clairement j'ai adoré ce match. Ça part dans tous les sens. Le premier éliminé c'est Crane. Après il y a Kodaka du coup qui est éliminé. Et là du coup en finale entre guillemets en 1 contre 1, on a un match légendaire hein, clairement. On a la plus grosse star US du catch ultra violent contre actuel contre la plus grosse star japonaise du catch ultra violent. Donc Gage Takeda, c'est clairement une affiche. Et vous vous en doutez, le 1 contre 1 est vraiment très cool. J'ai pas noté les spots qu'il y avait parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs dans ce match. Mais voilà, c'était vraiment un super match. Et Takeda du coup finit par remporter le match, une grosse ovation. Le public est vraiment à fond dedans. Nick Gage est ultra blessé. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, moi personnellement, c'est qu'il avait un maillot des Chicago Bulls. Alors pour ceux qui connaissent pas le catch ultra violent, ça va rien vous dire. Mais je sais plus en quelle année c'était exactement. Nick Gage pendant un tournament of Death s'était ouvert les selles au point qu'il s'est évanoui dans l'hélicoptère qui l'a amené à l'hôpital. Il a été dans le coma pendant quelques minutes. L'ami Nick Gage, il était vraiment très mal. Mais ouvert, vous pouvez retrouver, hein, vous tapez Nick Gage... je sais pas, blessure en anglais, vous allez trouver. Il avait un trou dans les selles carrément, c'était très violent. Et il avait ce maillot là, enfin un maillot des Bulls qui ressemblait. Donc voilà, on était dans l'Illinois, donc je pense qu'il y a ça aussi. Mais voilà, c'est un truc qui m'a fait, c'est un petit clin d'œil que moi j'ai repéré parce que je suis assez fan de Gage. Du coup voilà, c'est un petit truc qui m'a fait délirer. Donc voilà, et là encore une fois, dès qu'il a ce maillot, j'ai l'impression qu'il saigne de ouf. Là il avait une blessure, à un moment Takeda aussi, il saigne énormément. C'est un match qui est très violent du début à la fin. Donc voilà, si vous aimez tout ça, vous allez aimer bien entendu. Et donc pour finir, je vous fais un petit résumé. C'est une vidéo qui va être très long, mais je me sentais obligé, je me vois mal vous faire une review d'un show GCW, de rien vous expliquer parce que beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette review connaissent rien au catch ultra violent et je me voyais mal vous dire ouais donc il y a ça contre ça sans vous expliquer qui, de quoi, de comment. Vous allez rien comprendre et il n'y en a aucune utilité. L'objectif de cette vidéo c'est que quand vous allez avoir fini cette vidéo, déjà vous allez laisser un petit like parce que vous serez sympa avec moi et un petit commentaire et partagez au maximum, hein, je compte sur vous bien entendu. Mais surtout voilà, vous allez vous dire bah j'ai appris des trucs.
Voilà, maintenant je sais ce que c'est la GCW, je sais qui est Engage, qui est Masashi Takeda, qui est Marcus Crane, Jimmy Lloyd, enfin voilà. Mon objectif c'est de vous apprendre des trucs avec ma façon de parler, vous savez comment je suis, si vous suivez la chaîne des rebuts du catch. Donc voilà, c'était vraiment le but. Et donc pour résumer, pour que vous quittez cette vidéo sur un petit résumé, donc la GCW propose toujours des gros shows ultra violents, mais pas que. Cette structure est super bonne pour nous surprendre, parce qu'ils peuvent nous sortir des shows sans aucun bout de néon, mais des super shows. On l'a vu lors du Spring Break par exemple, où c'est toujours des shows qui sont très très cool et toujours what the fuck avec la Battle Royale, le Royal Rumble Spring Break, là, c'est le Royal Rumble Causer Fuck Challenge, je sais plus le nom exactement, mais c'est souvent, je me rappelle une année là, pendant la première Royal Rumble du Spring Break, il y avait eu le glacier, donc ça peut en parler, ça peut vous dire quelque chose, hein, si vous suivez ces salles catch, vous voyez de qui je parle. Il y avait eu le glacier par exemple, il y a eu le Ding the Clown, hein, donc un Doing the Clown, mais c'est pas le vrai bien entendu, malheureusement il est décédé, mais c'était le Dink, donc le petit Ding the Clown. Il y a eu l'homme invisible aussi pendant cette Battle Royale, donc voilà, la GCW sont forts pour nous sortir des trucs what the fuck, et on retrouve tout ce qu'on aimait à l'époque de la CZW. C'est clairement la nouvelle CZW, la JCW. La CZW est complètement partie dans un autre délire. Et ils font encore des petits matchs ultra violents, un peu de hardcore. Il y a le Tournament of Death, il y a toujours le Cage of Death. Normalement ça va rester, parce que carrément ils sont quand même connus pour ça. Donc il y a eu des rumeurs comme quoi ils devraient peut-être arrêter le Tournament of Death et les Cage of Death, la CZW, parce qu'ils sont carrément partis sur un autre délire. La CZW veut devenir une structure normale de catch indie avec des jeunes catcheurs, et c'est ce qu'ils font. Ils mettent vraiment que des jeunes catcheurs en avant. On regarde le main event, les main events de la CZW en ce moment, c'est que des jeunes catcheurs. Par exemple, on a vu Aolin MJF qui a carrément été connu à la CZW en 2016, donc voilà, qui est l'actuel champion CZW, si je dis pas de bêtises. J'ai pas trop le temps de regarder la CZW en ce moment, donc voilà. Mais voilà, la CZW et la GCW sont incomparables. Il faut arrêter, faut vraiment pas comparer la GCW et la CZW. C'est plus du tout pareil. Donc si un jour vous entendez du monde dire ouais, la CZW c'est ultra violent et tout, vous lui dites non. C'est plus le cas, mon petit bonhomme, c'est plus le cas. La structure ultra violente, il y en a deux aux États-Unis qui sont vraiment marquantes. Il y a la Mid-South, la IWA Mid-South, et la Game Changer Wrestling. C'est vraiment la grosse structure ultra violente. Et la Mid-South qui vraiment font toujours des shows très underground, hein, devant 50 personnes, avec une grand-mère qui est là en train de crever à côté du show, enfin voilà, c'est très particulier. La Mid-South, il faut être assez accroché pour regarder ça des fois. Mais voilà, donc vraiment pas comparé. Après il y a d'autres structures qu'on connaît vraiment moins, qui font un peu de l'ultra violence. C'est plus souvent un peu hardcore. Il peut arriver qu'il y ait des néons, tout ça, comme la H2O, la structure à Matt Tremont, ou la OPW, la One Point Wrestling. C'est vraiment des toutes petites structures, hein. Là je vous parle vraiment des structures assez underground, mais voilà, qui des fois ils vont nous sortir des bons deathmatch, mais voilà, c'est vraiment la grosse structure aux États-Unis de catch ultra violent, c'est la Game Changer Wrestling, et la Mid-South, c'est les deux grosses structures qui me viennent en tête, et je crois pas en oublier. Peut-être que j'en oublie, hein. Il y en a tellement des structures aux États-Unis que ça ne m'étonnerait pas que dans des petites structures ultra violentes, indépendantes, il y ait des gros deathmatch et tout ça. Mais voilà, si le style deathmatch vous intéresse, clairement, n'hésitez pas à aller voir le show et voir à peu près tous les shows de la Game Changer Wrestling. Même si, comme je vous l'ai dit, il y a aussi des shows non ultra violents. Et pour vous initier à la Game Changer Wrestling, c'est pas mal, comme le Lost in New York par exemple, qui est pas du tout un show ultra violent, mais qui a vraiment des moments what the fuck. Il y a quand même Nick Gage Sabu, hein. J'ai toujours pas vu ce show, j'ai pas trop le temps, mais voilà, il y a Nick Gage contre Sabu, il y a le Sandman dans ce show, donc voilà, c'est vraiment what the fuck. Donc si ça vous intéresse, leurs shows sont disponibles sur SmartMark Vidéo pour 11,99 $. Sinon voilà, hein, vous savez, vous connaissez le bail, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le trouver. Vous nous rejoignez sur Discord, vous me demandez sur le Discord et je vous donnerai un lien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous voulez soutenir, parce que c'est une structure qui a besoin quand même d'argent, SmartMark Vidéo, 11,99 € pour un show, c'est vraiment pas trop cher, c'est vraiment
Vraiment, voilà, c'est un prix plus qu'honnête, clairement. Si vous aimez le style Deathmatch, je peux que vous le conseiller. Donc voilà, c'est fini pour cette grosse review. Elle était longue cette review, elle sera hyper montée. J'essaierai de la couper au maximum pour qu'elle dure pas, voilà, 15 ans. Hein. J'espère que faire au moins de 40 minutes. Mais je me sens obligé de faire ce genre de vidéo assez long pour vous parler d'un show. Je peux pas me permettre de faire une vidéo où je vais vous dire ouais, le show et c'est ça, c'est bien, c'est bien. C'est tellement pas connu, je peux pas me permettre de parler à moitié d'un truc. C'est pour ça que je le fais en vidéo seul et pas dans un rebut hebdo où clairement bah voilà, là je sais très bien que ça va faire très peu de vues cette review, mais si vous allez voir cette vidéo, c'est que soit ça vous intéresse ou soit que vous êtes fan de Catch Ultra. Et je sais que parmi ceux qui suivent les rebuts du catch, il y a certains qui sont fans de Catch Ultra, donc voilà, donc ça fait plaisir en tout cas. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos ou d'autres vidéos sur le Catch Ultra ou sur d'autres structures, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, si vous voulez avoir des retours sur certains shows, tout ça, peut-être que si j'ai le temps, parce qu'encore une fois c'est une question de temps, je vous ferai tout ça. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Cody McRide pour la chaîne des rebuts du catch. On se retrouve tous les jeudis dès 20h30 pour Rebut Hebdo, bien entendu avec la copine Minou. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre. Ça fait toujours plaisir d'avoir des messages ou même quand on se voit pendant des shows comme un West Catch, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, merci à tous du soutien. Vous êtes super cool. Donc merci beaucoup en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais des bisous et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Cody. Bye bye. Ciao. Et on va se quitter avec du Hit the Turnbuckle. Allez, allez.